Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans cette 250e rencontre, un endroit où aller, où ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir une primo-romancière. Bonsoir Céline Benz, Bonsoir. comment ça va? Bah écoutez, ça va, je suis très émue d'être parmi vous ce soir et je vous remercie pour votre invitation, d'autant plus que 250, c'est un chiffre symbolique. Alors, je montre, on va se tutoyer, je montre ton roman. Il s'appelle Oublier les fleurs sauvages. Il est sorti chez Prélude pour la rentrée littéraire. Moi, je suis très contente de te recevoir parce que je trouve que le métier des libraires, c'est accompagner les romans vers les lecteurs. Et là, je suis ravie de faire cette fonction ce soir avec un premier roman. Et quel premier roman! Alors, comment ça s'est passé cette rentrée littéraire? Ben, particulièrement bien. À vrai dire, quand on est primo-romancier et qu'on ne connaît pas le fonctionnement du milieu de l'édition, on est toujours un peu surpris de découvrir comment les choses se passent de l'intérieur. Donc ça s'est très bien passé. J'ai été très bien soutenue par mon éditeur et par toute l'équipe de Prélude qui a fait en sorte qu'on puisse parler du livre, qui a fait en sorte de le faire connaître. Et d'ailleurs, je les remercie aussi d'avoir pris à tâche avec toi. Alors moi, si tu veux bien, alors on ne te connaît pas, moi je ne te connaissais pas, et je voudrais qu'on remonte un peu le temps et qu'on revienne au 14 septembre 2019, plus exactement dans un wagon et dans un train qui faisait Nancy-Paris. Est-ce que tu peux nous raconter, parce que c'est aussi l'histoire de ce premier roman. Il y a des primo-romanciers qui envoient leur roman par la poste, et il y en a d'autres qui font des rencontres, alors par hasard ou pas. Est-ce que tu peux nous raconter ce qui s'est passé le 14 septembre Et 2019? très volontiers, en fait, j'ai eu une chance, j'ai eu une chance inouïe, parce que le 14 septembre, je faisais un trajet, non, Nancy d'ailleurs, Paris, et il se trouve que c'était le week-end du livre sur la place, hein, qui est un salon que tous les amoureux des livres connaissent bien. Et je m'assieds à côté d'une dame très sympathique qui me propose des gâteaux, qui engage la conversation. Et puis très vite, je vois qu'elle a une pile de livres à côté d'elle, et je me rappelle d'ailleurs lesquels. C'était des livres de Colombe Schneck qu'elle venait d'acheter. Et donc je lui demande si c'est bien, je lui dis que je suppose qu'elle revient du salon. Elle me dit en effet, elle m'explique qu'elle est éditeur. Et là, j'ai passé une bonne partie du trajet à me demander si j'allais oser ou pas oser lui dire que j'étais en train de rédiger un manuscrit et que j'aurais aimé avoir de ses conseils. Et finalement, j'ai franchi le pas, elle a été adorable. Et quelques temps plus tard, oui, un an plus tard, même pas quelques mois plus tard, on a tous connu le confinement. Et c'est la période qui m'a permis de peaufiner un peu le texte, de terminer de rédiger, de le relire. Je lui ai envoyé pour avis. Et j'ai eu un coup de fil extraordinaire au terme duquel elle m'a demandé si j'étais d'accord pour qu'elle publie le texte. Donc Ben, c'était vraiment une histoire de chance. ouais, 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 comme quoi, hein, il faut toujours oser parler à ses voisins dans le train, hein. On va retenir cette leçon aussi. Alors, alors avant de rentrer dans le roman, puisqu'on est là aussi pour ça, toi, ce n'est pas tu n'es pas écrivain dans un premier, on va dire. Alors, écrivain, c'est un métier, on va le dire pour une fois pour toutes, mais tu as une activité annexe, on va dire. C'est quoi? Alors, sans rentrer dans les détails, je crois que tu travailles dans l'administration, c'est ça? Oui, c'est ça. Je travaille dans une collectivité territoriale. Je travaille à la région Grand Est, Voilà, où donc je m'occupe entre autres de culture. Donc il y a quand même un lien. ouais, l'écriture est bien présente dans tes fonctions que tu fais tous les jours. Donc voilà, on va rentrer dans ce premier roman sans trop en dévoiler parce que je sais que nos auditeurs n'aiment pas trop que les libraires racontent. Ça tombe bien parce que moi, j'aime pas trop raconter non plus. Donc ça s'appelle Oublier les fleurs sauvages. Est-ce que tu peux nous donner les grandes lignes et après, moi, je prendrai le relais en une minute. Allez, les grandes lignes de ton roman en une minute. Alors, vous allez suivre, si le cœur vous dit de lire ce roman, le parcours d'une jeune femme qui a 17 ans lorsque le livre commence et qui vit au Liban dans les années 80, dans un pays déchiré. Elle appartient à la communauté sunnite, qui est une des 20 communautés religieuses que comporte le Liban. Et alors qu'elle décide, parce qu'elle est talentueuse, de se rendre en France pour changer de milieu social, parce qu'elle appartient à un milieu assez défavorisé, elle rêve de devenir médecin, elle va faire la rencontre d'un maronite, d'un chrétien maronite, et elle va tomber follement amoureuse de lui. Elle n'a évidemment pas le droit de l'aimer, et alors là, tout un tas de questionnements vont s'ouvrir à elle. Mais je n'en dis pas davantage. Non, 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 non. Donc, tu nous plonges dans les années 80 au Liban. Pourquoi le Liban? Parce que tu as des origines libanaises, ça on peut le dire. Donc, ça c'est important Oui. aussi. Voilà,
Oui, absolument. En fait, ma mère est libanaise et donc toute ma famille maternelle vit au Liban actuellement. Donc c'est un pays que je connais bien parce que j'y suis toujours allée. Elle m'en a énormément parlé, donc il y a quelque part un fond de vérité. Après, j'ai pris la liberté d'inventer tout un tas de choses, hein. C'est un livre, un ouvrage qui se veut fictionnel, donc je me suis pas, j'ai pas voulu forcément retranscrire à la lettre l'existence qui a pu être la sienne, mais en tout cas, j'ai voulu plonger les personnages dans un décor qu'on m'a dépeint à multiples reprises. Donc, tu nous présentes la famille Haddad, qui est une famille libanaise. Donc, on est à peu près en 1985, si ma mémoire est bonne. Amal donc, va passer Oui, son bac, si c'est ça, si j'ai bonne mémoire. oui. Amal, ça veut dire espoir. Tu l'as choisi exprès, ce prénom, pour Oui, ça? oui, je l'ai choisi exactement pour ça. Et en fait, le prénom de ma mère, c'est Raja. Et ça veut dire espoir aussi. Donc, en fait, c'est deux synonymes. Et comme je voulais pas lui donner le même, j'ai donné le prénom Amal. Et c'est vraiment, j'avais la volonté que ce soit un personnage qui soit porteur d'espoir. Donc les Haddad, ils ont 7 enfants, dont la petite dernière donc et Amal. Et donc effectivement, tous leurs espoirs. Je grossis, je fais un gros résumé. Tout leur espoir va se porter donc sur Amal, comme tu l'as dit, parce qu'elle a des grosses facilités et que c'est d'espoir. Voilà, donc ils misent tout sur elle. Mais Amal, elle va rencontrer quelqu'un, justement, tu l'as dit, un homme qui s'appelle Youssef. Et moi, j'ai envie de dire pourquoi elle est attirée par Youssef, outre la particularité physique que tu décris parce qu'il a les yeux verrons. Qu'est-ce que c'est qui l'attire le plus? Qu'est-ce que c'est l'attirance? C'est leur différence? Non, parce qu'elle ne le sait pas au départ. C'est quoi? Euh, Disons que elle fait la rencontre de cet homme dans un contexte un peu particulier. Elle a un travail d'été chez un commerçant qui ne la traite pas très bien. Et arrive un homme qui est radicalement différent d'elle pour au moins deux raisons. La première, c'est que manifestement, il a une appartenance sociale qui est quand même très différente de la sienne. Il vient se faire tailler un costume alors que c'est la guerre. Les Libanais subissent des privations en tout genre et elle se demande finalement comment il peut avoir une envie qui lui semble aussi futile. Oui, ouais, ce que Donc, j'allais dire. quelque part, il y a quelque chose qui l'attire là-dedans, dans cette volonté de conserver une forme d'élégance au milieu des décombres. Et par ailleurs, elle aperçoit lorsqu'il vient régler sa facture, donc elle connaît son nom et au Liban, les noms de famille traduisent une appartenance confessionnelle. Et en plus de ça, elle voit qu'il a autour du cou un crucifix. Et je pense que là, il y a voilà, elle est confrontée à une forme d'altérité tout à coup, et ça lui inspire à la fois de la répulsion et puis en même temps, je veux dire, elle est foudroyée par lui. Il est beau, il est sûr de lui, il est vaillant, et elle tombe sous le charme. Moi, ce que je voudrais souligner, donc tu as évoqué leur rencontre, qui c'est dans un atelier de couture. Moi, je ne sais pas comment tu as fait, Céline, mais dans ce livre, il y a des descriptions, mais qui sont magnifiques et qui sont incroyables. Que ce soit la description des odeurs, là, dans l'atelier de couture, il y a une scène de cuisine. On a l'impression d'y être. Comment tu... C'est quand même... moi, ça m'a frappé. Je me dis, mais comment c'est possible d'avoir des descriptions aussi belles et aussi bien réussies? C'est quelque chose qui t'intéresse, les descriptions, c'est très important pour toi de planter un décor comme s'il y avait une caméra en fait. C'est comme si tu, non, c'est ça? Merci, merci en tout cas, ça me fait plaisir que tu dises ça parce que c'est quelque chose à quoi j'attache beaucoup d'importance. Alors déjà, j'aime beaucoup le cinéma, donc il est possible que ça ait joué. Je vais très souvent au cinéma, je regarde beaucoup de films. Et puis, je dois dire que pour moi, le Liban, peut-être même plus fort que d'autres choses, c'est attaché à une forme de synesthésie, comme on dirait en poésie. C'est-à-dire que pour moi, c'est à la fois des odeurs qui sont très caractéristiques, qu'on ne retrouve pas en France. C'est l'odeur de certaines épices, c'est aussi des sons, les sons de la langue, qui sont parfois des sons plus gutturaux qu'on peut en avoir, qu'on peut en avoir en français. C'est aussi des musiques, il y a des choses extrêmement caractéristiques en fait. Et pour moi, un livre qui parlerait du Liban sans évoquer ça passerait à côté de son sujet, hein. Et puis tout est, même le climat est différent, la végétation est différente, et tout ça, j'avais envie que ce soit retranscrit pour permettre une forme d'immersion, en fait.
Il n'y a pas que ça qui est réussi dans ce roman. Il y a toute la construction. Il y a aussi le fait que tu intègres à l'histoire, parce qu'on est donc au Liban dans les années 80, tu as dit la situation est dramatique, des points historiques. Et ça, c'est très subtilement amené. C'est un roman à tiroir, parce qu'il y a la condition de la femme, il y a la fracture sociale, il y a la religion, il y a la politique, il y a les relations interfamiliales. Euh, Vraiment, un bon roman. Donc, on va y revenir parce que je pense que nos amis auditeurs ont envie de savoir. Donc, effectivement, Amal rencontre Youssef, mais ça va pas se passer. Il y a quand même l'attirance de. Parce qu'il y a l'exil aussi dans ton roman. Amal, elle veut être pédiatre, elle veut faire des études de médecine. Et donc, elle a un de ses frères qui s'est marié à une Française et qui habite Nancy. Est-ce qu'on peut parler de cet épisode? Est-ce qu'on peut parler d'exil, de liberté à moitié? Parce que c'est pas forcément la liberté qu'elle s'imaginait de partir en France. Eh ben, en fait, peut-être que une des choses que j'ai voulu explorer dans le livre, c'est l'idée qu'il n'y a finalement pas de liberté. Enfin, j'ai le sentiment comme ça qu'on est toujours tenu par des déterminismes. Donc, en l'occurrence, un déterminisme social, on l'a évoqué, mais il y a aussi un déterminisme religieux. Elle est déterminée par le pays dans lequel elle est née et qui va continuer à la suivre, y compris quand elle sera en France, parce qu'on s'aperçoit que même si elle fait à peu près tous les efforts du monde pour s'intégrer, c'est-à-dire qu'elle apprend très vite le français, qu'elle vit chez une Française, hein, sa belle-sœur est française, qu'elle est scolarisée en France, elle le dit sans cesse, mon pays me manque, elle se rapproche de certains de ses concitoyens qui sont eux aussi exilés. Et quelque part, elle ne peut pas s'en départir, c'est tout. C'est le creuset de son identité, c'est ce qui a fait qu'elle est devenue ce qu'elle est. Et oui, il y a une forme de liberté et quitter le Liban, c'était au moins c'était trouver une forme de paix, une forme de quiétude, c'était choisir de faire des études, certes, c'était s'émanciper dans une certaine mesure, mais on est toujours rattrapé par ce qu'on est. Est-ce que le chiffre 2 a une importance dans ta vie? Non, enfin, du moins pas que je sache, mais je vais peut-être apprendre que c'en a Non, une. parce que je me suis dit, il y a quand même une dualité dans ce roman, c'est-à-dire il y a deux pays, il y a deux religions, il y a deux aires géographiques. Amal, elle est écartelée à chaque fois entre deux choses. Donc je me suis dit peut-être que le chiffre 2 a une importance dans la vie de Céline, mais non. Ben, en fait, je sais pas parce que finalement, alors de prime abord, j'aurais pas répondu oui, mais c'est vrai qu'on a deux parents et en l'occurrence, mes deux parents, c'est deux cultures et deux religions différentes. Donc peut-être que pris ainsi, oui, le chiffre 2 a une forme de. Mais ça, c'est valable pour tout le monde. Finalement, cette dualité, on la porte tous en nous. Ouais, mais là, Amal, particulièrement, elle est tiraillée quand même, hein. Elle a elle est sur Ouais. deux choix, c'est compliqué. Et puis il y a la famille. Qu'est-ce que ça représente pour Amal, la famille? Est-ce que c'est un modèle? Est-ce que c'est un idéal? Ou est-ce que c'est quelque chose qu'il faut fuir? La famille, c'est complexe pour Amal. Affectivement, elle en est extrêmement dépendante. Elle en est dépendante parce qu'elle vit dans une société qui est une société traditionnelle et qui, à ce titre, est organisée autour de la famille. C'est la famille qui transmet des valeurs, c'est la famille qui transmet le patrimoine, la religion. Donc elle en est très dépendante. Elle a par ailleurs des relations fusionnelles avec ses frères et sœurs, avec ses parents. Et à côté de ça, elle sent que quelque part, il faut qu'elle s'en émancipe parce que ses parents eux-mêmes lui donnent l'injonction de ne pas reproduire la vie qui a été la leur. Les parents d'Amal, donc Diba et Ahmad, ont connu l'exil eux-mêmes, c'est-à-dire qu'en 67, ils étaient paysans dans le Golan, ils ont été contraints de quitter leur terre voilà, suite à la guerre qu'on connaît. Et eux-mêmes ont été des déracinés, ils ont préservé leurs enfants, mais en leur donnant sans cesse l'injonction par l'école et par le mérite de réussir mieux qu'eux. Et donc, alors qu'elle est très attachée à sa famille, elle va devoir faire cet effort qui est presque insurmontable, quelque part de couper suffisamment pour réussir. Et réussir, c'est aussi les trahir. Et ça, je pense que tous les transfuges de classe, tous ceux qui ont réussi, qui se sont élevés dans la société, quelque part, ont renoncé à leur extraction, en fait. Et ça, elle le vit très durement. Et puis surtout, à un moment donné, sa famille va lui expliquer qu'elle fait des choix qui ne sont pas possibles, notamment au plan affectif. Et là, il va y avoir une lutte entre sa volonté, son désir individuel et ce que le camp
le clan même, je dirais, lui impose. Il y a des scènes fabuleuses de discussion entre mère et fille. Et justement, il y en a deux qui sont différentes. Il y en a une où la mère dit à sa fille, ne fais pas ta française. Donc ça, c'est quand même assez fort. Et une autre où elle lui dit de partir, que le Liban ne lui apportera plus rien. C'est terrible, ça, de dire ça à un de ses enfants. Ouais, c'est terrible. Et en même temps, j'ai l'impression aussi qu'en ce moment, il y a beaucoup de parents qui disent ça à leurs enfants au Liban parce qu'on est en train de vivre une crise absolument dramatique. Et Diba, lorsqu'elle est rationnelle, elle se dit, voilà, je ne peux pas légitimement demander à mes enfants de vivre sous les bombes en permanence dans un pays rasé. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, pas de travail, c'est invraisemblable. Et parfois, elle est rattrapée par ses sentiments. Et ses sentiments, c'est elle est férocement animée par l'amour qu'elle a pour sa fille. Et elle n'a pas envie de voir en elle une étrangère, en fait. Elle a envie de continuer à avoir dans Amal euh, un enfant qui est fidèle à ce qu'elle-même a reçu en héritage et qu'elle a envie de transmettre et qui continue d'être transmis. Et je pense que finalement, la dualité qu'on évoquait, c'est une dualité qu'on se transmet dans cette famille, en fait. Les parents en sont porteurs, ça se répercute sur les enfants, et je peux vous dire que finalement, ça se répercute aussi sur les petits-enfants. Je crois que tu as écrit, je vais le citer parce que je l'ai noté, page 152, tu as écrit les Haddad n'étaient peut-être pas riches, mais ils savaient donner de leur cœur. Et il y a une scène particulière, il y a deux gestes symboliques. C'est-à-dire que Amal, avant de partir, son père l'amène chez un luthier. Là aussi, pareil. La description chez ce luthier est quand même fabuleuse. Et il lui offre un instrument de musique. La musique est assez importante aussi dans le livre, hein, quelque part. Tu fais une évocation de Férouz. Alors, Férouz, c'est une chanteuse la plus connue du monde arabe. Je crois que ça veut dire turquoise, hein, si je ne me trompe pas, C'est Férouz. ça. La musique, c'était important de l'évoquer aussi à travers ce cadeau, parce qu'en plus, c'est du bois. Et il y a aussi un autre cadeau, alors je vais aller plus vite, c'est Youssef qui fait un cadeau aussi à Amal, il lui offre un échiquier en bois. Est-ce que le bois a une symbolique aussi? Parce qu'on imagine le bois, le cèdre, le Liban, moi j'ai fait des rapprochements un peu peut-être poussés. C'était important ces deux symboliques? Ah oui. Et c'est pas un rapprochement poussé, hein. C'est vrai. Moi, j'y ai songé aussi. Parmi les odeurs qu'on évoquait au Liban, il y a l'odeur du bois de cèdre, ouais. Et puis, bon, et dans une certaine mesure des pins aussi, mais l'odeur des arbres, c'est celle aussi qu'on retrouve dans tout le bassin méditerranéen, mais c'est vrai que pour moi, elle est associée au Liban. Et puis, ce travail du bois qu'on retrouve encore aujourd'hui dans certains souks, même s'il y a de moins en moins d'artisans, de moins en moins d'ébénistes, de moins en moins de luthiers. C'est encore un savoir-faire dont les Libanais sont fiers. Et ça, pour le coup, ces objets d'art, en fait, je voulais aussi leur rendre hommage parce qu'on en a à la maison. C'est vraiment des pièces très particulières que je n'ai jamais retrouvées ailleurs. Il y a aussi tout un travail avec la marqueterie, sur les échiquiers, enfin, c'est vraiment sur des boîtes aussi. C'est quelque chose, je pense, que tous les Libanais ont chez eux et je crois que ça les renvoie aussi à voilà, un artisanat d'art qui leur rappelle leur pays. Et puis oui, évidemment, l'odeur, Donc c'est pour toi, c'est l'odeur. quoi l'odeur du Liban? Parce que justement, hein, tu évoques ça, à un moment donné, tu écris, ces bagages avaient l'odeur du Liban. C'est quoi pour toi l'odeur du Liban? C'est le cèdre ou c'est autre, les épices? C'est un truc mélangé que tu peux pas décrire? Ouais, c'est quelque chose de mélangé que j'aurais du mal à décrire, mais je peux dire que oui, il y a du cèdre, mais il y a même des mauvaises odeurs, hein. Je retrouve quand je vais au Liban, y compris dans les rues, des odeurs de canalisation qu'on n'a plus en France parce qu'on a des systèmes d'écoulement qui fonctionnent. Je veux dire, au Liban, on a des blattes, il y a quand même pas mal d'endroits où c'est assez dégueulasse, des cafards, il y a... Oui, il y a des soucis de canalisation, mais tout ça, ça fait partie. On a eu une crise des poubelles, une crise des ordures. D'ailleurs, ça a été médiatisé en 2015, qui a été alors, je veux dire, on arrivait à l'aéroport, j'étais au Liban à ce moment-là, j'avais l'impression que j'allais m'évanouir tellement c'était épouvantable. Mais justement, en fait, disons, ces effluves contrastés qui mêlent à la fois des odeurs extrêmement délicates, comme la fleur d'oranger qui est très utilisée en cosmétique, mais aussi dans la cuisine, et des odeurs immondes. Ben, c'est presque un peu baudelairien, en fait, ce côté spleen et idéal. Enfin, je trouve qu'il y a un mélange comme ça, En oui, tout qui cas, me rappelle un peu ça. on a l'impression que le Liban coule dans ton écriture. Il coule dans ton sang, mais il coule aussi dans ton écriture. Et c'est un très bel hommage au Liban que tu fais à ce merveilleux pays. C'est aussi deux histoires d'amour, quelque part. L'histoire d'amour avec un homme, donc Amal et Youssef, et aussi le Liban. C'était important pour toi de faire ce Mm. parallèle-là? Oui, oui, parce que quelque part, Youssef et le Liban,
je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a que l'un et l'autre, enfin que l'un est l'allégorie de l'autre. Et je pense que dans l'esprit d'Amel, ils sont indissociables. Quand elle se pose la question de savoir si elle va vraiment partir en France, elle ne se la pose pas à l'origine. Avant de rencontrer Youssef, c'est très clair dans sa tête. Elle s'en va. Et à partir du moment où elle fait cette rencontre, tout à coup, y compris son entourage, l'invite à s'interroger en fait. Est-ce que tu es certaine que tu fais le bon choix? Et sache en tout cas que si tu le fais, tu ne pourras pas revenir en arrière. Parce qu'il y a des décisions qui sont sans retour. Et c'est là qu'en fait, elle se retrouve dans un dilemme presque cornélien en réalité. Elle sait qu'elle n'aura pas l'un sans l'autre. Et en même temps, même si elle le propose à un moment à Youssef, elle sait qu'il ne la suivra pas. Lui, il est profondément enraciné dans sa terre et il l'explique à de nombreuses reprises. Il ne la quittera pas. Et d'ailleurs, c'est un reproche qui a souvent été fait à ceux qui sont partis pendant la guerre d'avoir abandonné ceux qui sont restés. Alors, c'est une histoire d'amour, mais quelque part, tu nous parsèmes des points historiques. Moi, j'ai trouvé que c'était très bien amené. Et je me suis dit, comment Céline, qui a 26 ans, peut avoir ce regard si juste sur le Liban des années 80? Est-ce que c'est ta formation, parce que tu es diplômée de Sciences Po et de lettres aussi à la Sorbonne, est-ce que c'était la formation qui t'a permis ça, qui t'a intéressé? Comment tu as fait? Parce que c'est vraiment... Alors, tu nous évoques des noms qui, moi, pendant ma jeunesse, je les ai vus tous les jours à la télé. Michel Seurat, donc c'est deux otages. Michel Seurat était sociologue, pour rappeler à nos amis. Il a été pris en otage, c'était en 85, je crois, en mai 85, avec Jean-Paul Kaufmann. Lui, il est mort pendant sa captivité et Jean-Paul Kaufmann a été libéré en 88. Comment tu as fait pour... c'est la géopolitique qui t'intéresse? C'est quoi? Bah, oui, de manière générale, ça m'intéresse, mais c'est vrai que ma formation a dû accroître ça. Mais il y avait aussi autre chose, c'est que, disons qu'avec mes parents, on fréquente beaucoup de gens en France qui sont des Libanais. Sauf qu'en fait, le Liban qu'ils ont connu, mais c'est celui des années 80. Donc le référentiel qu'ils ont et qui est le leur et sur lequel ils continuent à échanger, c'est le référentiel de cette époque-là. Et donc forcément, quand ils en parlent, moi j'ai l'impression qu'ils parlent davantage d'un pays que je connais même pas quand je vais au Liban aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est à la fois un pays et une époque. Et ça, ils me l'ont passé. Et en plus, j'ai toujours le souci, quand je lis des livres, d'y trouver une forme de véracité, de justesse dans l'arrière-plan historique. Donc, je suis partie au Liban et en fait, je me suis inscrite à l'université à Beyrouth et à Saint-Joseph, qui est une université jésuite. Et j'ai vraiment pris des cours d'histoire, enfin, des cours d'histoire du Liban, des cours d'histoire du Moyen-Orient, parce que et un cours même sur les mémoires de la guerre aujourd'hui, euh, parce que je voulais en fait que ça sonne juste de ce point de vue-là. Pareil, Il y a, tu évoques aussi les accords. Alors, je vais mal le prononcer. On dit Taïf, Taef, comment on dit les accords là, du 22 oui, octobre temps F, oui. Je me souviens bien du 22 octobre parce que c'est ma date de naissance, hein. Je n'ai aucun mérite de Ah bah retenir. oui, bah voilà. C'est 89, mais voilà, les accords, c'est des accords importants puisque c'est trois, pour ceux qui nous regardent, je ne fais pas un cours de géopolitique, mais c'est important. C'est pour mettre fin, depuis 75, il y avait la guerre civile au Liban. Et donc, il y a trois personnages importants. Il y a Hassan II, roi du Maroc. Il y a, je crois, le président algérien, j'ai plus son nom, qui était là. Et il y avait le roi Fahd d'Arabie Saoudite qui ont essayé de faire ces accords. C'est ça, je ne me trompe pas, c'est lui. Exactement, c'est ça. Et en fait, ces accords sont intervenus à un moment où plus personne n'y croyait. C'est-à-dire qu'il y avait eu, je ne sais pas combien de tentatives de cessez-le-feu, d'armistice. Et je veux dire, arrive un moment où, d'ailleurs, Amal est un peu frappée par ça. Elle ne sait plus très bien si elle veut y croire. C'est-à-dire qu'elle a peur de se réjouir inutilement et à un moment, elle se rend compte que c'est vrai et qu'en 90, à un moment donné, c'est terminé. Et on n'y croit plus. Amal n'a quasiment pas... elle est née en 65, 66, elle a quasiment pas connu la paix. C'est-à-dire elle avait 10 ans le 13 avril 75 quand la guerre a éclaté. Et c'est presque surréaliste pour elle que d'arriver dans un pays enfin apaisé. Et donc, l'une des conditions possibles... Enfin, l'une des conditions qui ont rendu possible les accords de Taïf, c'était en fait, de considérer qu'il allait y avoir une amnistie générale. Et alors ça, c'est une question qui s'est posée aussi à la fin de la guerre d'Espagne, c'était de savoir, de la guerre civile espagnole, c'était de savoir
est-ce qu'il fallait sanctionner des criminels de guerre, des gens dont on savait qu'ils avaient perpétré des actes absolument épouvantables pendant tout le conflit? Ou est-ce que les juger et les condamner, ça revenait à replonger dans la ritournelle infernale des vengeances? Et donc le choix qui a été fait, c'était le choix de l'amnistie. Et aujourd'hui, dans la vie politique libanaise, on retrouve des gens qui ont très clairement du sang sur les mains, hein. Je vais rebondir sur le mot de choix, puisque Amal fait des choix. Je voulais savoir si toi, dans la vie, tu avais du mal à faire des choix. Oui, j'ai un peu de mal à faire des choix, ouais. J'ai un peu de mal à faire des choix, alors ça dépend lesquels, mais parce que je sais que et c'était aussi un des sujets que j'ai voulu aborder dans le roman, heu, Amel, les choix qu'elle est amenée à faire ont des conséquences, irréversibles. Alors c'est le cas pour beaucoup d'entre nous et dans de nombreuses situations, mais en l'occurrence, ils prêtent plus ou moins à conséquence et les choix qu'Amel fait prêtent terriblement à conséquence. C'est-à-dire qu'elle part, elle sait qu'elle ne reviendra plus pareille. Elle rencontre Youssef, elle fait un choix de le laisser là où il est, elle sait qu'elle ne le retrouvera plus pareil. Et, et sa vie est une suite de choix, et en même temps, comme je le disais tout à l'heure, de choix conditionnés par tout un tas de déterminismes. Je voudrais qu'on parle de la quête identitaire, parce qu'il y a des choses très importantes, des choses fortes dans ton roman. Quand tu expliques qu'Amal est à l'université en France, voilà, en médecine, et qu'au début, elle traduit ses cours en arabe, et que petit à petit, elle ne les traduit plus, et elle dit qu'elle est en train d'abandonner sa langue maternelle. Ça, c'est fort. Et en plus, elle va demander la nationalité française. Mm. Alors, donc, dans l'esprit d'Amal, lorsqu'elle part en France, les choses sont très claires. Elle part, elle étudie, elle revient. Et parce qu'à un moment, au moment où elle s'en va, elle est encore animée d'une forme d'idéalisme. Elle se dit, le jour où je serai diplômée, je reviendrai m'occuper des enfants du Liban, de ceux que la guerre aura blessés. Bon. Sauf que, avec le temps, elle se rend compte qu'elle crée quelque chose en France. Elle crée un réseau, elle crée des liens, des amis, des habitudes. Elle trouve un travail, elle prend un logement. Et à partir de ce moment-là, il y a une distance de plus en plus forte qui se crée. Et donc, en effet, dans un premier temps, elle traduit. Elle explique, elle a un carnet de vocabulaire, elle inscrit tout un tas de mots, elle les traduit, elle les apprend d'ailleurs comme une machine. Et puis, au moment où elle commence à étudier la médecine, elle s'aperçoit qu'elle est confrontée à des termes extrêmement techniques en anatomie. Et elle se dit, j'ai pas l'équivalent arabe. Je ne connaissais pas cette partie du corps, le nom de cet os, etc. Et donc, elle va se résoudre à abandonner son dictionnaire et à apprendre directement dans ce qu'elle considère être une langue de passage ou de passage. En fait. Et tout à coup, elle se dit, mais elle prend conscience de ça, je n'ai plus de langue. C'est-à-dire que dans ma langue maternelle, je ne sais plus tout dire. Et je me suis mise à conceptualiser dans une langue qui n'est pas la mienne. Et si on part du principe que la langue, c'est le concept, alors là, oui, quelque part, là, elle a renoncé à tout penser dans une langue unifiée. Et en même temps, elle sait qu'en français, elle ne pourra jamais penser certaines des notions qui l'animaient auparavant. Et c'est comme ça qu'elle se retrouve écartelée, en fait, entre deux langues. Et en fait, de fil en aiguille, à partir du moment où elle a fait ce premier renoncement, c'est-à-dire finalement un renoncement d'unité linguistique et intellectuelle, eh bien, elle se retrouve à se dire qu'elle va demander la nationalité française. Elle se retrouve à se dire qu'elle a une dette vis-à-vis de la France, ce qu'elle ne se disait pas originellement, à savoir que le pays lui a permis d'étudier, lui a fourni une bourse, qu'elle se doit donc de soigner des malades français. Et c'est là que l'écart se creuse et se creuse. Et en fait, le tiraillement et l'écartèlement, voire même, ne cesse de se renforcer. Après, il y a un autre sujet, c'est la solitude. Est-ce qu'on peut vraiment se préparer à la solitude? Puisque finalement, elle essaie de se préparer, elle sait qu'elle va partir, donc elle va être toute seule, même si elle va chez son frère et chez sa belle-sœur. Il y a cette notion de solitude. Est-ce qu'on peut se préparer à la solitude, Céline? Je pense pas. Je pense que quelque part, voilà. En fait, Amal n'a jamais vécu seule. C'est la fille, c'est la benjamine d'une famille nombreuse. Elle a toujours vécu chez ses parents, elle l'explique, la porte est ouverte, les voisins viennent, qui veut vient en permanence, il y a du monde, de l'agitation. Et elle sait qu'à partir du moment où elle sera en France, elle sera dans la famille de son frère, elle sait qu'il y aura fatalement moins de liens puisqu'elle ne connaît personne.
Mais ça ne veut rien dire, en fait. C'est un concept qu'elle n'a jamais expérimenté concrètement. Elle n'a jamais été seule. Et à un moment, elle va arriver en France et elle se retrouve avec sa belle-sœur qui travaille, ses enfants qui sont à l'école, et elle est là, elle est seule, et elle est enfermée dans son monde intérieur parce qu'elle n'arrive même pas au début à communiquer avec l'extérieur. Et ça, c'est une solitude absolue. Euh, et souvent, elle le dit, elle n'a pas les mots pour dire tout ce qu'elle aimerait dire, et donc elle résume, en fait, elle renvoie une image de quelqu'un d'extrêmement affaibli, amoindri, qui ne peut rien exprimer et qui est coincé quelque part dans une forme presque enfantine d'expression minimale. C'est vrai Et que c'est là qu'elle prend conscience que la langue, c'est le vrai pouvoir. ben oui, c'est ça. C'est ça, à partir du moment où elle est complètement, on a l'impression qu'elle devient française quelque part, et même quand elle revient, même on sent dans l'écriture et la façon dont tu l'as fait revenir au Liban, on sent qu'elle a changé. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais on sent à travers ton écriture qu'il s'est passé quelque chose, il y a eu une transformation et qu'elle a adopté vraiment la nationalité française, et que finalement le Liban, ben, comme lui avait dit sa mère, oublie-le, elle est en train petit à petit de l'oublier, mais elle est quand même bien ancrée dans son pays, et on peut le comprendre. Il y a quelque chose aussi de très intéressant. Tu lui dis que les Libanais, quand ils sont à l'extérieur de leur pays, ils se fédèrent tout de suite. Ça m'a frappé parce que je me suis dit, oui, c'est vrai, elle a raison. Et que quand ils sont chez eux, ça se passe pas, c'est un peu plus compliqué. C'est ça, en gros, l'idée? Bah, ça, pour moi, ça a toujours été un mystère, en fait. C'est quelque chose que je ne m'explique pas. Mais enfin, si, quelque part, qui s'explique. C'est-à-dire que j'ai le sentiment que dans le pays, ce qui prévaut, en fait, il y a deux affiliations qui prévalent. Il y a une affiliation communautaire. Vous êtes chrétien, vous allez vivre dans un quartier chrétien, et fatalement, vous ne connaîtrez que des chrétiens, que vous retrouverez à la messe, au collège, au lycée, etc. Et par ailleurs, vous appartenez à un milieu social, comme il y a, bon, c'est le cas ici aussi, mais il y a une ségrégation socio-spatiale que je trouve extrêmement forte. Vous êtes riche, vous ne verrez que des riches. Vous êtes pauvre, vous ne verrez que des pauvres. Mais alors ça, c'est très net. Et j'ai l'impression que quand les Libanais arrivent ici, euh, surtout, enfin là en l'occurrence, dans des villes de taille moyenne, il y a finalement tellement peu de Libanais, enfin, il y en a un certain nombre, mais je veux dire tellement moins qu'au Liban que finalement, on est juste content de retrouver un Libanais avec lequel on partage quand même un référentiel minimal, ne serait-ce que... Et c'est drôle parce que c'est des gens qui ne se seraient jamais fréquentés dans leur pays. Et c'est là que je me suis dit peut-être que la diaspora, c'est un moyen de créer des ponts. Après, j'ai noté, alors je sais plus, il y a un passage où tu évoques les fleurs. Je me dis peut-être que ça c'est un rapport avec le titre, on va en parler après, parce qu'il y a des questions par rapport au titre, où tu dis que ça manque de spontanéité. Est-ce que c'est ça la différence entre l'Orient et l'Occident, le manque de spontanéité? Est-ce que je fais un gros résumé, hein, en gros? Je pense que c'est une des nombreuses différences, mais c'est vrai que elle arrive là, elle hallucine, quoi. Enfin, je veux dire, elle se rend compte que les gens ont des emplois du temps, des agendas, que pour se voir, ils prévoient ça 2 semaines à l'avance, ça n'a pas de sens, que toutes les choses sont encadrées, que, en effet, elle se promène dans la rue, elle se dit, mais, ben voilà, des fleurs sauvages, il n'y en a pas tant que ça. Et puis, on considère même que c'est de la mauvaise herbe, ça va être arraché par les employés municipaux qui s'occupent de l'entretien. Et finalement, on retrouve des fleurs bien domestiques, bien calibrées sur les étals des fleuristes. Et donc, le titre en partie provient de là. Voilà, c'est assez rationnel, assez pragmatique comme explication, mais moi, ça m'impressionne toujours au Liban. J'ai l'impression qu'on se promène au bord de la route et puis au milieu d'un tas d'herbes folles, il y a des fleurs absolument magnifiques auxquelles personne ne prête attention et tout le monde considère que c'est normal. Et moi, je me dis, mais si on voulait planter des fleurs pareilles en France, il faudrait de l'engrais. Enfin, on n'y arriverait pas, quoi. Donc voilà, il y a un peu il y a un peu cette idée-là, quoi, que oui, il y a quelque chose qui est peut-être moins spontané parce qu'on est dans quelque chose de beaucoup plus compassé. On a mis beaucoup plus de discipline, beaucoup plus de normes. Après, au plan politique, ça s'explique aussi par autre chose, c'est que la société libanaise, du fait de la défaillance de l'État et de son absence, hein, a tendance à s'auto-organiser et à s'auto-gérer. Et donc, il y a cette spontanéité qui naît de l'impéritie de la puissance publique
Là où en France, parce que l'État et les collectivités sont très présentes, parce qu'ils régissent la vie des individus, parce que tout est normé et circonscrit, bah, il y a moins de spontanéité à avoir, tout simplement. Donc, je vais remontrer la couverture. Est-ce qu'on peut parler de cette sublime couverture? Est-ce que c'est toi qui l'as choisie ou est-ce que c'est les équipes de Prélude qui ont toujours des sublimes couvertures, hein? Chez Prélude, allez voir en librairie, les couvertures sont toujours terribles. Euh, Comment est Mmh. née cette couverture? Il fallait qu'il n'y ait pas un visage, que tu voulais pas faire apparaître un personnage sur la couverture, il fallait que ça soit quelque chose de très symbolique. Oui, en fait, non, on a réfléchi avec l'éditrice, Audrey à l'origine et puis, on avait eu l'une ou l'autre proposition qui était plus figurative et puis en discutant, on s'est dit: «Mais finalement un motif, peut-être un textile ou des carreaux, un peu comme des azuleros, ça pourrait être, une bonne idée» et l'équipe de graphistes a vraiment fait un super travail et ils Parce qu'en nous ont plus, on le voit de proposé loin, cette hein. couverture Sur les tables de librairie, on le voit de très très loin, hein. et en fait en fait, ce qui m'a plu, c'est que, bon, il y a le bleu qui est cette, couleur, qui est quand même très liée à l'Orient, enfin ce bleu et doré et surtout, l'éparpillement des mosaïques, je trouve que En c'est haut, aussi une forme voilà. de oui, c'est aussi une forme de fragmentation de l'identité et ça illustrait assez bien le contenu de l'ouvrage. Alors, il y a eu des questions. Alors, il y avait une question sur le titre, là, on vient d'y répondre. Et il y a une question toute bête d'Alain qui demande quel regard portez-vous sur le Liban actuellement? Parce que, quand est-ce que tu as écrit ton livre? Parce que tu as rencontré Audrey dans le train en 2019, mais ton livre, tu l'as écrit quand? Alors, je me suis plongée dans la rédaction à partir de janvier-février 2016. Voilà, il y a eu plusieurs moutures, il y a eu des longues périodes où j'ai pas écrit, ça s'est fait de manière mais voilà, à partir de 2016 et donc j'étais encore, en partie au Liban à ce moment-là et comme dit, on venait de sortir de la crise des ordures où il y avait eu ce mouvement citoyen YouthTink qui, consistait à dénoncer justement l'incapacité de la puissance publique à, se prendre en main et à assurer une gestion d'une problématique aussi élémentaire que le ramassage des ordures ménagères, leur traitement et leur valorisation. Et bon, bien sûr, ça a révolté les Libanais, il y a eu des manifestations dans la rue, auxquelles je d'ailleurs participé, enfin, je veux dire, c'était invivable, il fallait s'imaginer Beyrouth, c'était comme Naples au moment où il n'y avait plus de ramassage, c'était répugnant. D'ailleurs, les gens tombaient malades. Euh, et donc, c'était déjà un moment de crise, en fait, à ce moment-là. Et par ailleurs, il y a eu autre chose, c'est que j'étais au Liban, donc à ce moment où Daesh en Syrie est extrêmement puissant, où je me promenais à Tripoli, dans le nord, je voyais des drapeaux de l'État islamique. À côté de ça, on entendait à la radio qu'on avait des poches d'État islamique installées dans la Beka. On avait l'armée libanaise qui était en guerre contre ces terroristes à 100 km. Et voilà, l'écriture du moins a commencé dans ce contexte qui était quand même plutôt délétère. Et malheureusement, la situation actuelle, je veux dire, confirme le fait que tout ne s'est pas arrangé. Et elle confirme surtout autre chose, c'est qu'on est donc dans une phase de blocage politique critique, quand bien même depuis la semaine dernière, on a un nouveau Premier ministre, un gouvernement dans lequel je tiens quand même à dire qu'on a réussi à mettre une femme sur 22 ministres. Enfin, franchement, c'est la honte. Je ne sais pas comment c'est possible de prendre aussi peu en considération cette question alors qu'il y a des femmes extrêmement talentueuses, extrêmement brillantes. Mais il y a tant d'équilibre politique et confessionnel à trouver que je ne sais pas comment cette conclusion a été, enfin, cet accord a été mis au point, mais en tout cas, de ce point de vue-là, c'est pas satisfaisant. Et, euh, et puis surtout, on s'aperçoit que les vieux démons qui animent le livre ben, sont toujours présents. C'est-à-dire qu'on retrouve aujourd'hui, ce que je disais avant, des cadres de la vie politique libanaise qui sont des gens qu'on avait déjà dans les années 80 ou leurs enfants, des problématiques qui sont les mêmes, un système confessionnel qui est le même, qui avait vocation dans la Constitution à être transitoire et qui finalement est devenu pérenne. Alors, il y a une autre question, c'est Pauline qui la pose. Votre roman a tellement l'air d'être lié à votre vie qu'on a envie de vous demander si vous êtes la femme d'un seul livre ou si vous avez envie d'en écrire d'autres. Alors là, la réponse est ferme, j'ai envie d'en écrire d'autres et j'ai déjà entamé un autre projet.
Ça y est. Oui. Alors, c'était important pour toi de commencer un premier roman avec ton pays. Oui. Tu ne le voyais pas autrement, tu ne le voyais pas. Parce que même s'il y a une part, parce que tu dis que c'est librement inspiré de ta famille, il y a quand même tout l'aspect romanesque qui est quand même là et bien présent. Je voudrais dire que voilà, c'est pas, c'est très romanesque, hein, donc il ne faut pas oublier, hein, c'est une fiction. Donc c'était très important de commencer par le Liban, c'est ça? Je pouvais pas commencer par autre chose. Il y avait cette histoire qui était dans ma tête depuis si longtemps. En fait, elle a commencé à germer, je pense, assez rapidement après le décès de ma grand-mère il y a 11 ans. Et je me suis dit que voilà, ils avaient eu une vie, mais une vie si différente de celle qu'on a aujourd'hui. Ils sont nés dans les années 20, au tréfonds de la Syrie, du Liban. Ils n'avaient pas l'eau, pas l'électricité. Ma grand-mère a accouché toute seule dans un champ. Enfin, je veux dire, c'est une histoire. Et la façon dont elle a vu le monde changer en presque 90 ans, mais c'est impressionnant, hein. Et donc ça, voilà, elle me manquait terriblement. Et je crois que j'avais besoin de livrer ça à ma mère pour pouvoir peut-être entamer autre chose. Mais c'était le préalable à toute écriture possible. Donc, on va te revoir bientôt sur d'autres sphères de sujets en littérature. Ça, c'est une bonne nouvelle. Sébastien, lui, voudrait savoir comment a été accueilli ce roman dans ta famille. Est-ce que tu as eu des remarques compliquées ou Alors, ça a été accueilli non, mais pour être honnête, j'ai appréhendé la réception. Euh, Ce roman, la dédicace d'ailleurs est à ma mère, hein, parce que je sais qu'elle a elle-même terriblement souffert de la perte de ma grand-mère. Et donc, je voulais que ce livre soit un gage de réconfort pour elle. Et même si elle m'a dit que la lecture a été extrêmement difficile et douloureuse, elle m'a dit que dans les deux personnages des parents d'Amal, elle a retrouvé un peu de ses parents. Et pour moi, c'était la chose la plus belle qu'on puisse me dire. Donc, elle l'a évidemment très bien accueilli. Euh, Après, il y a eu forcément une forme de curiosité. Et aussi, ce qu'il faut se dire, c'est qu'aujourd'hui, il y a une part assez substantielle de ma famille qui ne peut pas le lire, qui ne lit pas le français et donc qui attend avec hâte des traductions en anglais, en arabe, en italien pour pouvoir s'y mettre. Donc, c'est difficile pour l'heure de faire un retour sur l'accueil familial parce que parce que tout le monde n'a pas connaissance du texte. Il y a quand même une chose qui m'a fait rire, et ça permet de corroborer le fait que c'est effectivement très romanesque. L'un de mes oncles appelle ma mère et lui dit je tiens quand même à préciser que mon frère n'a jamais construit une mosquée. Et, et je me suis dit, mais c'est extraordinaire, c'est-à-dire qu'il a projeté dans les personnages le fait qu'ils auraient dû observer méticuleusement les trajectoires des uns et des autres, ce qui n'est pas le cas. Et ça, j'ai trouvé que c'était très drôle comme C'est retour. drôle, oui, c'est clair. Alors ça, c'est intéressant parce que ça me permet de rebondir sur la citation de Amin Malouf qui est au début. Amélie demande quels sont les auteurs qui ont écrit sur le Liban et que tu aimes. Alors, bah oui, j'aime Amin Malouf, ça c'est incontestable. C'est vraiment un auteur que je trouve extraordinaire. Et j'ai beaucoup aimé Les Désorientés, parce que, d'ailleurs, c'est peut-être le livre qui m'a poussé à écrire à mon tour, parce que il porte en lui cette même douleur. Enfin, il raconte en fait dans ce livre la vie de son et les devenirs de son groupe d'amis d'enfance qui sont tous partis, qui ont été éclatés aux quatre coins du monde après la guerre. Et je me suis dit, mais il y a tant de Libanais en fait qui portent ça en eux. C'est tellement dur que il y a peut-être aussi, ce travail de mémoire, finalement, il est peut-être légitime par ça. Donc, Amin Malouf, c'est un auteur que j'aime beaucoup. Après, j'aime beaucoup Sharif Majdalani, qui est aussi traduit en français, et le livre Villa de femmes, je vous le conseille parce que c'est un très beau portrait de plusieurs générations de femmes, justement dans la guerre, et du rôle qu'elles ont pu jouer dans la guerre. Donc, c'est un peu pour les romans. Je remettrai les références sous la vidéo. Donc tu Oui, conseilles Amin Malouf et La Villa de femmes. Alors rappelle-moi l'auteur. Sharif Majdalani. Et c'est vraiment un très beau texte. Et puis après, il y a des auteurs
qui, sans écrire spécifiquement sur le Liban, évoque le Liban, et je trouve de manière extrêmement brillante. Et je pense à Mathias Hénard, qui a sorti un recueil de poésie il y a 2 ou 3 ans, et il y a un poème sur Beyrouth. Alors ça, je pense que tout le monde devrait le lire. Le titre est extrêmement compliqué, c'est le club de... Enfin, c'est un titre qui fait 3 lignes, mais en tout cas, il y a un très très beau poème sur Beyrouth, et oui, ça, je vous le recommande. Qu'est-ce qu'il y a de plus libanais en toi, Céline? Peut-être le fait de vivre les choses très intensément et de ne pas savoir faire preuve de la moindre demi-mesure. Voilà, je pense que ça, c'est très libanais. En tout cas, moi, je voudrais rappeler deux choses importantes. Que ce roman qu'on vous a présenté ce soir, Oublier les fleurs sauvages, est en lice pour le prix Mare Nostrum. Et aujourd'hui, Céline a été sélectionnée pour le prix du premier roman. Donc, on te souhaite d'aller jusqu'au bout. Et je trouve que cette sélection est très méritée. Ça fait quoi d'être sélectionnée pour le prix du premier roman? Ben, c'est un peu invraisemblable, à vrai dire. Enfin, je suis extrêmement touchée, extrêmement émue par la nouvelle, mais je crois que je me rends pas très bien compte pour le moment. Enfin, vraiment, je sais que c'est une vraie reconnaissance et je me dis que c'est formidable, mais que c'est vrai qu'au moment où j'ai commencé à écrire ce texte, pour moi, c'était un hommage familial et j'ai jamais imaginé que ça prendrait ces proportions-là. Même si, évidemment, évidemment, ça me ravit. Ah bah, mais en tout cas, on souhaite vraiment une belle route. Alors, Merci. on n'a rien dévoilé, hein. On a été très, très sage, parce qu'il y a une fin qui, moi, je trouve somptueuse. Parce que Céline, justement, là, elle fait un choix pour la fin de son livre. On ne vous dira pas quoi. Donc, si vous voulez connaître la fin que je viens d'évoquer, il faut absolument aller en librairie, se procurer Oublier les fleurs sauvages, qui est sorti aux éditions Prélude. Est-ce que tu aurais un autre conseil lecture à nous faire? Un auteur que Oui, tu aimes particulièrement ou pas, un classique, ce que tu veux. alors j'ai une recommandation à vous faire. C'est un livre que j'ai lu cet été en 2 jours, tant il m'a absorbée. C'est la littérature italienne, ça s'appelle Le Colibri de Sandro Veronesi. C'est paru chez Grasset. Et donc, c'est un très beau texte qui mêle en fait tout un tas de supports. La narration est très audacieuse parce qu'on retrouve des extraits d'emails, des lettres, on retrouve de la prose, de la poésie. Et c'est l'histoire d'un homme, somme toute assez ordinaire, qui est ophtalmologue, et dans la vie duquel rien ne va marcher comme ça aurait dû. Mais il y a des choses qui sont extrêmement bien analysées, à savoir la relation au sein de la fratrie. Et ça, c'est un sujet qui m'anime parce qu'il traverse aussi Oublier les fleurs sauvages. Et surtout la relation père-fille. Et je pense que j'ai rarement lu un texte dans lequel la relation père-fille était aussi forte. Et puis il y a un beau message aussi en faveur de la démocratie, un beau message d'espoir. Parfait. En tout cas, je remettrai toutes les références. Moi, je rappelle, voilà, Oublier les fleurs sauvages, Céline Benz. Donc, retenez bien ce nom parce que c'est un auteur à suivre. En tout cas, Céline, moi, j'étais ravie de te recevoir pour la 250e rencontre. C'était un plaisir. Je remercie ton éditrice, Audrey Petit, je cite, et toutes les équipes de Prélude de m'avoir envoyé ce livre. Sinon, je serais passée à côté d'une magnifique histoire et d'un auteur en devenir. Je te souhaite plein de bonnes choses pour la suite. Juste dire, avant de te donner le mot de la fin très rapidement, que on se retrouve mercredi 22 septembre avec la lauréate du prix Orange Afrique qui est Lubna Serraj. Céline, le mot de la fin? Merci beaucoup pour votre accueil et le mot que j'ai envie de vous donner, c'est garder espoir. Parce qu'on traverse tous une période collectivement très difficile avec cette crise, cette pandémie. Et en fait, l'histoire du Liban, je crois, et l'histoire d'Amal, quelque part, a démontré qu'il n'était pas vain de garder espoir et qu'il y a la lumière au bout du tunnel. Merci beaucoup. Bonne soirée Merci. Céline et bon courage pour la suite. Oubliez les fleurs sauvages aux éditions Prélude. Bonne soirée à tous et à la semaine prochaine.